Déjà, j'ai toujours été promue presque rétroactivement. C'est-à-dire que j'occupais déjà les fonctions depuis un certain temps. Et puis à un moment donné, c'était trop visible. Et du coup, on me proposait de réajuster et de changer de nom ou de rattacher d'autres personnes. Assez tôt, en fait, dans mes prises de fonction, j'ai été questionnée sur mon profil, sur ma jeunesse, sur le fait que je sois une femme, pas forcément. En tout cas, c'était pas verbalisé. Mais j'ai en souvenir des situations et des scènes assez violentes où je posais des questions ou sur des prises de décision. Oui, c'était assez violent. Je me rappelle une fois avoir proposé quelque chose et avoir questionné une prise de décision qui avait été faite par le passé. Et un directeur à l'époque me dit « Mais quelle fouille merde !» Je dis « Comment ça ? Je ne fais que mon travail. » Du coup, j'ai toujours eu dans ma façon de travailler ainsi qu'avec l'équipe une volonté de gagner de la liberté et de l'autonomie. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Thuyen. Alors déjà ravie de vous avoir. Bonjour. Vous avez fait la majorité de votre carrière à la Croix-Rouge française, en rentrant en tant que chef de projet marketing en 2001, jusqu'à être délégué national au développement de 2015 à 2020. Vous y êtes resté en tout 19 ans, avant de fonder Métamorphose, où vous accompagnez aujourd'hui les entreprises dans leur transformation vers les organisations vivantes. Évoluer au sein d'une organisation jusqu'à devenir manager de ses collègues n'est pas chose aisée. Tout comme apprendre le management sur le tas. Ce sont des sujets que nous allons aborder aujourd'hui, au même titre que les luttes d'ego qui ne font pas bon ménage avec les ambitions de paix des associations. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et pour démarrer, j'aurais aimé savoir quelle est votre vision du pouvoir. Ça commence fort, toujours. Ma vision du pouvoir. Pour moi, déjà, pouvoir, c'est synonyme de capacité. Je peux faire quelque chose. Et je crois que c'est ça qui me guide. La vision du pouvoir, c'est de pouvoir justement réaliser des choses. Pouvoir penser déjà, et on croit que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais déjà, pouvoir penser, pouvoir agir, c'est pour moi la définition que j'ai du pouvoir, à distinguer de l'autorité, qui est encore autre chose. Vous avez dit pouvoir de penser. C'est intéressant parce que souvent on dit pouvoir d'agir. C'est quoi pour vous ce que vous mettez derrière pouvoir de penser ? Évidemment qu'on peut penser plein de choses. Par contre, penser avec lucidité, je trouve que ce n'est pas chose facile. On est dans l'ère de la déconstruction. Penser lucide, ça mérite de faire un pas de côté, de voir ce qui construit nos pensées, notre culture, les expériences que l'on a vécues, pour vraiment avoir tout un processus d'individuation. Qui je suis, d'où je parle, pour vraiment avoir cette liberté. On est souvent enfermé dans des modèles, dans des constructions, et on est souvent régi par « il faut que ». Je ne compte plus le nombre de phrases que je commence par « il faut que » ou « je dois », et j'essaie de les transformer par « j'ai envie de ». Et c'est déjà un sacré chemin. Il faut que... C'est vrai que c'est un peu un classique, un peu comme le Yaka Faucon, qu'on adore tous. Évidemment. Des injonctions qu'on a souvent en entreprise en plus. Du coup, si vous en sortez aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous les débuts du management ? Oula, début du management pour moi. Alors déjà, je suis un peu obligée de repartir un petit peu du passé. Je pense que je me suis construite et encore aujourd'hui, même si j'évolue sur une piètre estime de moi, liée à plein de raisons. Mon prénom, ma culture, ma situation familiale. Et quand j'ai rejoint la Croix-Rouge française, je l'ai rejoint par passion, avec une envie de la servir, d'être au service des bénéficiaires. Et je suis arrivée pour un petit CDD de remplacement de congé maternité quand la personne qui a été prolongée et quand la personne est revenue, on m'a proposé de manager l'équipe dans laquelle j'étais. Alors que j'étais la plus jeune, la moins expérimentée. Et il y avait même au sein de l'équipe des personnes qui avaient commencé à travailler à la Croix-Rouge avant même que je sois née. Et qui ne se sont pas privés de me le dire. Donc déjà, mon premier réflexe, c'est de dire non, vous vous trompez, c'est pas du tout pour moi. Je ne peux pas accepter ce poste. Avec évidemment une partie de moi qui me disait mais c'est pas possible, tu peux pas refuser quand même si on te propose une promotion. Et donc j'étais vraiment tellement mal à l'aise que j'ai accepté avec une condition, c'était que j'étais d'accord pour prendre la responsabilité de cette équipe si personne d'autre
dans l'équipe ne souhaitait le poste. Et donc, je suis allée voir les personnes de l'équipe. Alors non, mais toi, vraiment, est-ce que tu veux ? Et non, vas-y. Bon, alors un petit peu par dépit, voilà, j'ai pris la responsabilité de l'équipe en étant du coup forcément très transparente sur le fait que je ne connaissais pas l'activité encore beaucoup, puisque ça faisait moins d'1 an que j'étais là. Encore moins la profession, puisque c'était de la levée de fonds que je n'avais jamais faite, puisque moi je venais du marketing grande consommation. Et donc j'y suis allée avec humilité, en me disant bon, si je suis pas compétente, je vais à minima essayer d'être sympa et honnête. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes fonctions managériales, avec beaucoup d'écoute et de la sincérité, en disant mais là, je ne sais pas. J'avais des personnes qui venaient dans mon bureau et qui me disaient voilà, j'ai fait ça, et puis là je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis mais tu te doutes que je ne sais pas, puisque je connais moins bien le métier, moins bien la Croix-Rouge, et donc j'ai commencé en me disant waouh, qu'est-ce qu'ils sont sympas de pas me rejeter ou de ne pas crier au scandale. Et finalement, c'est comme ça que ça a pris, je crois, avec cette posture d'humilité. Ça marche du coup d'être sincère et honnête ? Moi, je crois, vraiment. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Et je crois vraiment que c'est même une clé. Après, se pose la question de la forme, du contexte, du cadre de sécurité. Mais je crois toujours que la sincérité et l'honnêteté sont la base, en fait, de toute construction, de toute collaboration et de toute lucidité, même pour soi-même. Apparemment, ça a plu et ça a pris, puisque vous avez fini par rentrer au CODIR quelques années après. Comment ça s'est passé, cette arrivée en comité de direction ? Ça s'est passé... alors, directement, je suis un petit peu obligée de revenir sur la façon dont ça s'est passé. Déjà, j'ai toujours été promue presque rétroactivement. C'est-à-dire que j'occupais déjà les fonctions depuis un certain temps. Et puis, à un moment donné, c'était trop visible. Et du coup, on me proposait de réajuster et de changer de nom ou de rattacher d'autres personnes. Puisque assez tôt, en fait, dans mes prises de fonction, j'ai été questionnée sur mon profil, sur ma jeunesse, sur le fait que je sois une femme, pas forcément. En tout cas, c'était pas verbalisé. Mais j'ai en souvenir des situations et des scènes assez violentes où je posais des questions ou sur des prises de décision où... Oui, c'était assez violent. Je me rappelle une fois avoir proposé quelque chose et avoir questionné une prise de décision qui avait été faite par le passé, et un directeur à l'époque me dit « Mais quelle fouille merde !» Comment ça ? Je ne fais que mon travail. Et du coup, j'ai toujours eu dans ma façon de travailler, ainsi qu'avec l'équipe, une volonté de gagner de la liberté, de l'autonomie. Et donc de prouver, alors le métier s'y prêtait bien, puisqu'on était sur de la levée de fonds au début, que si on prenait telle décision, ça allait avoir tel impact, et si on en prenait une autre, ça allait avoir tel impact. C'était pour nous une façon de gagner la paix, et puis de discuter sur le fond plutôt que sur la forme. Et c'est comme ça que d'année en année, on a adressé les problèmes qu'on rencontrait. Donc de la levée de fonds, on est devenu le service marketing relationnel, puisque tout ce qu'on faisait sur la levée de fonds pouvait aussi servir à d'autres missions pour le recrutement de bénévoles, etc. Puis ensuite, on s'est dit que il y avait des mutualisations à faire avec les partenariats entreprises. Du coup, on a aussi, encore une fois, fusionné. Et puis, quand on est arrivé avec des gros projets de levée de fonds, on s'est posé la question du suivi de l'impact, de regrouper plein de missions sur le terrain. Et c'est comme ça, en fait, que pour pouvoir présenter des projets finançables, on a été amené à faire du marketing stratégique, faire de l'innovation, de la transformation de certains métiers ancestraux de la Croix-Rouge. Et finalement, je suis devenue déléguée nationale au développement, un peu par constatation d'une réalité qui était déjà existante depuis quelques années, et non pas parce qu'un poste était ouvert ou parce qu'on voulait reconnaître un statut. La collecte de fonds, le développement, le traitement de données, des modèles hybrides de partenariat stratégique, on est rapidement dans la complexité, et c'était pas tellement dans la culture de l'association, qui était plutôt une culture portée par l'engagement, les vocations, les convictions, et c'était un peu complexe. Du coup, on a bénéficié d'une certaine autonomie, et je suis un petit peu arrivée par la petite porte, puisque clairement, de par je dirais ma personnalité, mon style, ma façon d'être au monde, je n'avais clairement pas les codes de tous ces directeurs et directrices. Et donc, j'étais là un petit peu malgré eux.
au sein des COMEX CODIR, et vraiment parce que en fait les sujets que je traitais avec mon équipe étaient absolument centraux, mais non pas parce que j'étais reconnue comme l'une des leurs. Je pense que c'était assez flagrant. En quoi c'était flagrant ? C'est flagrant dans les échanges informels. C'est flagrant aussi dans certaines réponses ou dès lors qu'on rentre dans les sphères de direction, en tout cas dans ce que j'ai connu, on sent qu'il y a vraiment un décrochage entre les couches managériales et dès qu'on monte au CODIR, on franchit une étape où là on dirait que il y a plus tellement d'humanité, où il y a un peu moins de convivialité. Ça fait place à d'autres choses qui sont aussi primordiales, comme les prises de décision, la stratégie, la réflexion. Et je pense qu'on se cache un peu une part de notre humanité pour pouvoir justement être dans la représentation. Quand je vous disais tout à l'heure de liberté de penser, non, comment on se comporte lors d'un comité de direction, quel est le vocabulaire, quelle est la bonne tenue, quelle est la bonne posture. Moi qui suis plutôt, j'aime beaucoup questionner et je suis assez spontanée, sans filtre. Je peux avoir un relationnel qui est un peu hors des codes. Je suis sans doute un peu trop sincère. J'utilise beaucoup l'autodérision pour démasquer des incohérences et ça peut déranger. Et moi, l'inconfort ne me dérange pas du tout. Au sein du comité de direction, oui, ça se traduisait par ne pas être convié dans les moments de convivialité. Ah oui, quand même. Oui, par exemple. Ou d'être responsable café quand la réunion commence, par exemple. Ou même, je crois que une des pires expériences, à part celle de ce directeur qui m'avait hurlé dessus en me traitant de fouille merde, alors que j'investiguais, c'était lorsque je m'étais présentée au nouveau directeur général. Je venais avec un sujet très sérieux puisque je lui parlais de la politique d'investissement des 5 prochaines années. À peine j'ai commencé à me présenter, il m'a coupé la parole et il m'a dit bon, s'il vous plaît, allons-y droit au but. Ce que j'ai trouvé pas très agréable. Et ensuite, lorsque je lui ai présenté le début de nos réflexions, il a dit « Enfin, c'est quand même la chose la plus débile. Et regardez la couleur de mes tempes, je suis un peu grisonnant, donc j'ai de l'expérience. C'est vraiment la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Et ça, cette phrase-là, je me suis dit « Mais dans quel cadre, même si, sur le fond, admettons, même s'il a validé la politique d'investissement, donc c'était pas si stupide que ça, mais je ne sais pas ce qui l'a motivé à dire ça. Est-ce que c'était pour asseoir sa légitimité, me mettre dans une posture d'infériorité? Je ne sais pas. Après, il était assez réputé pour avoir ce type de posture. Je le prends pas à titre personnel. Mais ça, par exemple, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et comment il est passé de je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide à je valide la stratégie d'investissement? Alors, ça, je pense que c'est ce que je vous disais sur notre stratégie. Pour moi, tout devait être expliqué, explicable, et je ne lâche rien, sauf à être convaincue de l'inverse. C'est-à-dire que je ne perds pas ma qualité d'écoute. Par contre, tant que j'ai le sentiment que la personne n'a pas entendu ou n'a pas compris, je ne lâche pas et je fais des démonstrations du propos que j'aborde. C'est-à-dire que je ne me suis jamais autorisée à annoncer des choses avec conviction qui ne reposent que sur des convictions, ou du moins je peux me forger une conviction, si tant est que j'ai bien travaillé en amont, que tout est préparé, que c'est démontré, que c'est étayé, de telle façon à ce que le dialogue ensuite puisse être dans la déconstruction des hypothèses de travail, mais de dire que c'est complètement débile, c'est de toute façon pas très admissible. Donc en fait, vous vous en êtes pas arrêté là. C'est-à-dire quand il a dit ça, vous avez digéré, j'imagine, 2 secondes. Le temps de reprendre respiration. Oui, exactement. Je me suis étranglée. Je me suis littéralement étranglée. Ah bon? Okay. Et il y avait le directeur de la com qui était à côté de moi qui a posé sa main sur mon épaule et qui a repris la parole pour me laisser le temps de reprendre. Et puis j'ai repris mes esprits et j'ai continué. Et vous avez rien lâché jusqu'à ce que finalement il valide indépendamment de sa pensée première, quoi. Tout à fait. Ok. Et ça, c'était quand même assez fréquent. Toutes mes interventions devant le conseil d'administration, qui sont essentiellement composées d'hommes, avec quand même quelques femmes, mais quand même majoritairement des hommes d'un certain âge, où j'ai vraiment eu des remarques assez étonnantes, où voilà, je préférais en rire en tout cas, mais avec le recul et avec l'âge,
Je me dis que ce sont des choses que je n'accepterai plus forcément maintenant, aujourd'hui. Vous avez quand même commencé à répondre à ma question en me disant que vous aviez pas confiance en vous. Mmh. Bon, là, ce que vous me dites, il faut quand même avoir les tripes, il faut quand même croire en ce qu'on dit, il faut avoir confiance en ce qu'on porte pour le porter. Du coup, vous la tirez d'où, cette confiance, pour avoir tenu envers et contre tout Je pense que c'est l'une de mes forces. Alors, je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance en moi, je distingue l'estime de moi et la confiance. Néanmoins, vous n'êtes pas loin parce que je tirais ma confiance dans la force de l'équipe. Pour moi, manager incompétente, ce que je me croyais sincèrement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il a fallu du temps. Je me disais, c'est pas possible en fait. Je voyais l'engagement, le travail, la préparation qui était faite. Pour certains sujets, je me faisais le porte-parole. Évidemment, je travaillais, je suivais les sujets et ce n'était pas possible pour moi d'abandonner, alors que sur des projets, ça demandait des mois de travail. Ça ne pouvait pas, à mon sens, être balayé sans avoir été entendu. C'est-à-dire que j'ai toujours respecté les timings, les contraintes. On avait, faites-moi la stratégie de développement des 5 ans en une page. Présentez-moi un budget de 98 millions d'euros en moins de 10 minutes. Donc, c'est un sacré travail de préparation, puisque pour refléter une complexité. Mais alors, du coup, si on me donne 10 minutes et qu'on me coupe la parole au bout de 2 sans avoir entendu les arguments, portée par l'équipe, ne serait-ce que par respect pour le travail qui a été fourni, et puis pour l'ambition qu'on allait défendre, je ne pouvais pas ne pas reprendre. Même parfois dans des situations un peu burlesques où il m'est arrivé de me lever et de reprendre le micro pour reprendre la parole. Est-ce qu'on vous l'avait enlevé? Est-ce que c'est ça, là, du coup? C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Oh, vous l'avez carrément enlevé, vous l'avez repris, en fait. Alors, poliment, en disant oui, merci, on va passer à un autre sujet. Je dis non, excusez-moi, je n'ai pas terminé. J'aimerais vraiment repartir avec une décision. Pareil, encore une fois, une question de forme, mais je pense que... Ayant une faible estime de moi, une infinie confiance en mon équipe, l'audace est quelque chose qui fait partie de moi et la peur du ridicule, ça ne m'effraie pas. C'est drôle parce qu'il faut parler d'audace, mais en fait, la façon dont vous le dites, j'ai l'impression que c'était pas tant de l'audace, c'était en mode épépép. Oui, c'est vrai. C'était un peu genre, je comprends pas. On va me redonner ça tout de suite. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas de l'audace. Après, c'en est. Dans la société telle qu'on est aujourd'hui, en vrai, c'est une réelle audace ou courage, mais j'ai pas l'impression que vous l'avez vécu comme ça sur le moment. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, pourquoi le micro est parti? On va aller chercher. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu, mais c'est la sensation que vous donnez. C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Ouais, j'ai toujours joué avec, je m'en suis aperçue tardivement, j'ai toujours joué avec les limites. J'ai un grand respect de l'autorité. Okay. Vraiment, j'aime les choses ordonnées, structurées, explicites, avec des rôles, voilà, j'aime bien quand les choses sont établies et claires. J'aime respecter l'autorité, et pour autant, je me suis aperçue très tardivement que j'ai toujours joué autour des frontières de ce qui était dans mon rôle, pas mon rôle, et finalement, j'ai plus suivi mon intuition, mes convictions, tout en ne bafouant pas l'autorité de façon très ouverte, mais par contre en faisant évoluer les lignes de façon pragmatique et je dirais presque malgré moi, en disant excuse-moi, mais là en fait ce truc c'est, alors je sais que c'est pas forcément dans notre périmètre ou c'était pas forcément la consigne, mais il faut vraiment qu'on rediscute de ce sujet-là avec une quête de, je sais pas, une quête d'impact, de justesse et d'envie de comprendre. Je suis capable de changer d'avis, mais il faut que je comprenne. Si je comprends pas, moi, je bug. Je ne peux pas appliquer une consigne que je n'ai pas comprise. Ok. Comment vous faisiez, du coup? Parce que ça arrive, dans le monde de l'entreprise, des consignes qu'on comprend pas, ou pire, des consignes qu'on comprend, mais auxquelles on n'adhère pas du tout, parce qu'on les trouve pour le coup débiles. Je vais reprendre le terme de votre ancien DG. Comment vous faisiez? Parce que ça a dû arriver d'avoir des décisions auxquelles vous n'adhériez pas du tout. Ça m'est arrivé. J'ai pris des risques. Alors, j'ai plus de facilité à appliquer une consigne avec laquelle je ne suis pas d'accord si je l'ai comprise. Parce que, après tout, moi, je ne crois pas. Et pourtant, je fais beaucoup d'intelligence collective et de gouvernance partagée. Et tout le monde, on est dans ce monde de l'unanimité où tout le monde doit être d'accord. On cherche toujours le meilleur compromis. Je ne crois pas, en fait, qu'on puisse être d'accord sur tous les sujets. Et donc, je peux tout à fait m'accorder d'un désaccord. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est d'appliquer quelque chose que je ne comprends pas.
Ça m'est arrivé d'appliquer des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, si tant est que ça ne heurtait pas mes valeurs, je pense, c'est ça ma limite. Et lorsque je ne comprenais pas, j'allais à la recherche d'informations, quitte à exaspérer les personnes. Devenir fouille merde, c'est ça? Oui, je pense que j'ai un peu, d'où la fouille merde, exactement. J'ai un peu une faculté à avoir des incohérences, à questionner du coup. Dans certains cas, ça ouvre des portes. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, ça ouvre des portes lorsque les personnes, justement, sont sincères. Et puis, des fois, ça les ferme, puisque les personnes se rendent compte de leur incohérence ou n'ont pas du tout envie de creuser ce sujet. Et ça se finit, d'ailleurs, de façon assez brutale. Et dans ces cas-là, j'ai pu prendre des risques, c'est-à-dire de faire semblant de traiter la demande avec les consignes qui étaient données, et puis en cachette de faire autrement, tout en ayant en perspective de... Non, mais si, on va faire la preuve, en fait, que cette consigne n'était pas la bonne. Donc, c'était risqué, mais ça nous a plutôt réussi. Ça, avec ces personnes, ça vexe en général, quand vous avez réussi à prouver que... Oui, alors après, je suis pas quelqu'un de... Je dirais que j'ai un caractère plutôt... Une fois, j'avais dit et je le pensais vraiment en plus quand j'étais plus jeune, un directeur on faisait connaissance et il me dit, mais alors, t'es qui toi? Qu'est-ce qui te drive? Comment tu veux travailler avec ton N+1? Je lui dis, alors moi, c'est simple, je tire mon honneur dans la soumission. Et il s'était explosé. Il me dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire? C'est abominable. J'ai jamais entendu ça. Mais vraiment, je dis, bah oui, il y a quand même une part de vrai là-dedans. Et c'est sincère. Et ça veut dire quoi? Parce que là, même moi, je suis pas sûre de comprendre en toute honnêteté. Je crois que c'était très mal formulé. Ce qu'il y avait derrière ça, je pense qu'il y avait deux notions. Premièrement, le respect du cadre, de l'autorité. Voilà, je me soumets à une autorité. Et il y a la notion de je prends vraiment du plaisir à servir. Ok. Voilà. Donc le mot soumission fait réagir, mais même aujourd'hui, moi je suis tout à fait OK avec le pouvoir. J'aime le pouvoir. J'aime le pouvoir lorsqu'il est au bon endroit, étant entendu que pour moi, le pouvoir, c'est être capable de, c'est pas avoir le pouvoir sur quelque chose. Mais du coup, j'aime avoir le pouvoir de faire les choses telles que je les pense, telles que je les conçois. La seule chose, c'est que il faut bien choisir ces rapports de domination consentis. Rapport de domination consentie, ok, allez-y. Par exemple, on le fait beaucoup en intelligence collective et moi je fais partie de ceux et celles qui aiment remettre de la verticalité dans l'intelligence collective. Okay. L'intelligence collective, évidemment, il y a la somme de toutes les intelligences, mais ensuite, quand on prend une décision, c'est-à-dire que l'idéation, c'est super, mais la convergence, croire que chaque avis égale un autre, je n'y crois pas. Ça dépend des contextes, ça dépend des personnes concernées, et ça dépend des personnes compétentes. Je peux avoir un avis sur tel sujet, mais si je suis ni concernée ni compétente, quel est le poids de mon avis versus une personne qui aura sur ce sujet-là, j'en sais rien, 15 ans d'expérience, et qui a donc des compétences et qui en plus va vivre le sujet qu'on est en train d'aborder. Je pense par exemple à une direction métier qui va porter un avis sur son activité. Moi, je peux la questionner, mais au final, la prise de décision, je pense, revient à la personne concernée et compétente. Et auquel cas, pour diriger ce projet-là, je suis tout à fait OK de me soumettre à son autorité, d'être au service de son projet. Parce que je crois que cette personne sera mieux placée que moi pour prendre les décisions qui sont justes. Et inversement, sur d'autres sujets, peut-être que c'est moi qui vais avoir la légitimité ou la plus grande justesse. Et auquel cas, ou alors parce que ça m'anime et j'ai vraiment envie parfois de travailler seule, d'aller vite ou de prendre des décisions très vite. Et c'est OK. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est OK. La seule chose, c'est que j'attache une importance à ce que ça soit explicité et consenti. C'est-à-dire qu'on se mette d'accord autour d'un projet, qu'on partage nos visions, qu'on partage justement nos désaccords, qu'on explique qui est la meilleure personne pour prendre cette décision. Parce qu'il n'y a pas de décision collective, c'est faux. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ou alors, j'ai vu des consensus mous qui tuent complètement toute envie, toute énergie, et avec des zombies qui luttent pour essayer d'intégrer toutes les contraintes, et finalement, il n'y a plus aucune vie. C'est pour ça que je parle d'organisation vivante. Alors que lorsqu'on est explicite et qu'on est lucide et sincère, et humble sur « Ok, ça, je sais, et ça me donne super envie », ça m'embête un peu. Là, il se trouve que toi, t'es super fort là-dessus. Eh bien, attends, et si on combinait?
Donc là-dessus, je vais y aller toute seule. On se tient au courant. Sur ce sujet-là, c'est toi qui vas le prendre en main. Et en fait, c'est là, pour moi, qu'est la combinaison des intelligences. Ok, je comprends. Et du coup, ça veut dire que quand vous avez pris la décision ou le risque de ne pas respecter une décision auquel vous n'adhériez pas, c'est que vous ne consentiez pas à... En tout cas, vous ne légitimiez pas cette personne dans son autorité. Oui, alors après, les organisations sont construites d'une façon aussi où on promeut les personnes de façon assez mystérieuse. Aussi. Donc évidemment, se pose la question, je me pose souvent la question de la légitimité, la mienne d'abord, à mon propre poste, et puis forcément j'ai le même raisonnement quand je regarde une personne. Je me dis, bon alors lui, il est peut-être super pour gérer un projet, mais il est vraiment nul en management. Il y a un truc qui est miraculeux dans les CODIR, c'est que je ne comprends pas, c'est quand même la seule équipe dans une organisation qui n'est pas managée. Moi en tout cas, je n'ai jamais croisé de directeur général ou de directrice générale, ça change un petit peu maintenant, mais qui soit managé. Il n'y a pas Voilà, ce qu'on demande en tout cas aux managers intermédiaires n'est pas une injonction pour les postes de direction, par exemple. Alors, les comités de direction sont censés être managés par les DG. Après, les DG ne sont pas managés, c'est vrai, mais vous, ce que vous dites, c'est que vous avez observé qu'en fait, non. Rarement. Ok. Rarement. Moi, les comités de direction que j'ai vus à la Croix-Rouge et ailleurs, aussi, depuis que j'accompagne des... non, on pense que les directeurs sont des électrons autonomes, que par miracle, ils vont bien s'entendre et s'entraider avec les autres directions. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'effort d'animation. C'est très rare. C'est pas un lieu d'entraide et de cohésion. Moi, j'ai rarement vu un comité de direction qui était dans cet état d'esprit, alors même que ce serait impensable au sein d'une direction. On pourrait un peu dire la même chose du management intermédiaire. Moi, j'ai souvent vu, même si je corrobore plus ou moins ce que vous dites, moi j'ai vu quand même des directions où les DG managés, ça dépend, mais je rejoins. Puis dans ce podcast, j'ai quand même quelques femmes qui disaient l'inverse, au cas où, mais je suis d'accord. Après, je pense que vous avez raison dans le sens où c'est une tendance plus récente. Ça, je pense que c'est une réalité. Mais moi, je me pose la question, on pourrait un peu faire le même constat avec les managers intermédiaires. Très souvent, les directeurs les animent pas forcément et on s'attend à ce qu'ils s'entendent bien. Et en fait, dès que les personnes deviennent managers, en fait, elles ne sont plus managées entre guillemets, bien évidemment. C'est ça. Oui, et puis sur les qualités et les critères de recrutement d'un manager. On promeut souvent, si on part par exemple d'une équipe de chefs de projet, on aura tendance à promouvoir manager le meilleur chef de projet. Oui. Mais ça ne fait pas de cette personne forcément un bon manager. Il y a des personnes qui détestent ça. C'est aussi en train de changer, mais c'est vrai que ça a été une tendance. Après, ce que je trouvais intéressant dans votre façon d'être nommée à vous, vous avez dit, moi j'ai été nommée rétroactivement. Oui. Donc là, au moins, vous avez prouvé votre légitimité, hein. Oui, à chaque fois. C'était un peu lorsque l'organisation était dans l'embarras, en se disant, tel projet, là, mais on est d'accord que c'est plus du tout de la levée de fonds, là. C'est quoi alors? Je vais vous dire ce que c'est. En fait, c'est du marketing stratégique. Ah, d'accord. Mais alors du coup, même les autres directions nous appelaient la direction marketing. Je lui dis moi c'est pas grave, je suis pas attachée au poste, au titre. Mais à un moment donné, notamment vis-à-vis de c'est drôle parce que les fonctions ont souvent été revues aussi au gré des parties prenantes externes. Je vais pas aller faire un rendez-vous chez un partenaire avec le poste de responsable de marketing relationnel alors que je vais parler des partenariats entreprises. Alors comment ça s'appelle cette fonction? C'est du développement. Ah, d'accord. Donc tu veux être chargé du développement, délégué au développement? Oui, si vous voulez. Ok, d'accord, appelons ça comme ça, c'est plus cohérent. Ça s'est vraiment fait comme ça. Pourquoi vous êtes jamais allé chercher vos postes du coup? Parce que j'ai pas l'impression que vous allez chercher aucun des postes. C'est-à-dire que vous avez finalement rempli un espace vide dans lequel vous êtes positionné parce que ça vous intéressait, j'imagine. Parce que quand on fait ça, ça nous intéresse. Et vous avez à aucun moment finalement demandé ces postes-là, en fait. Oui, parce que ça a toujours été une croissance très organique. Okay. C'est-à-dire qu'on faisait notre activité, on était confronté à un problème, on l'a adressé. Par la force des choses, on s'est dit, c'est pas grave, on remplit toujours notre mission première. On a tel sujet qui nous donne envie. Moi, je fonctionne à l'envie et à l'intuition. Je dis, on y va. Évidemment, j'informe, je le fais pas en cachette. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on expérimente quelque chose?
Oui, d'accord, ok, on va expérimenter. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que ça a fait ses preuves, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on reconnaît la réalité. Mais c'était pas une projection. Ouais, je me suis jamais projetée sur un titre ou sur un poste, mais plus sur une problématique à adresser au service de l'impact, au service de la cohérence, ou pour aider d'autres directions qui n'avaient pas forcément des compétences que nous avions au sein de notre équipe et qu'on prêtait volontiers pour le plaisir de la stimulation intellectuelle, de la rencontre de nouveaux projets, de nouvelles personnes, et puis au service de l'impact surtout. Alors, en vous écoutant, moi j'ai un peu envie de parler de salaire, alors pas de chiffres du tout. Mais par contre, moi ce que je dis normalement, c'est quand on demande un poste, on demande le salaire qui va avec. Mais quand c'est un peu organique comme ça, est-ce que vous êtes allé chercher un salaire ou une augmentation avec? Parce que... j'ai mis beaucoup de temps à avoir un salaire qui était, je pense que j'ai cumulé beaucoup de retard à mon début de carrière. Il y avait toujours, chaque année, il y avait des processus de prime augmentation. Alors moi, je me disais, j'ai toujours atteint ou dépassé les objectifs. Donc, ça va, j'étais contente. Puis quand venait le sujet, alors c'est propre aussi, c'était propre du moins à l'époque au service associatif, au secteur associatif. Mais il y avait un petit peu, oui, mais enfin, tu comprends, on est ici pour le bien des gens, on n'a pas beaucoup de sous, chaque euro dépensé dans les salaires n'iront pas sur le terrain, donc déjà on est dans la bonne culpabilité. Et puis les seules fois où je me suis un peu indignée pendant beaucoup d'années, j'ai eu un salaire beaucoup plus bas que les autres managers ou responsables de département parce que j'étais jeune. Ah mais oui, mais tu comprends, t'es jeune, t'es la plus jeune. Ah bah oui, c'est vrai que je suis la plus jeune. Donc ça me dérangeait pas trop. Et puis j'avais ce qu'il fallait pour vivre confortablement. Donc ça, c'était pas un sujet pour moi. Les seules fois où j'ai eu des décrochés, et finalement c'est là que je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait entre moi et les autres, c'est lorsque je me suis indignée, et il en faut pas mal pour m'indigner, sur ce qui me semblait être des injustices. Comment vous saviez les salaires de tout le monde? Je ne savais pas les salaires de tout le monde. Je le savais quand j'ai eu une première augmentation qui était tellement forte que je me dis, ah oui, d'accord, c'est j'avais vraiment de la marge. Okay. La première fois que je me suis indignée, c'est lorsqu'on a reconnu qu'on faisait du marketing stratégique. Donc là, il y avait vraiment un changement de périmètre, puisqu'on n'était plus dans la collecte de fonds, mais vraiment aller au cœur des missions d'autres directions pour revoir le modèle économique. C'est un autre métier, avec du coup d'autres responsabilités aussi, des enjeux financiers beaucoup plus lourds, puisque la générosité, c'était 100 millions d'euros, et puis le budget de la Croix-Rouge, c'est 1,3 milliard. Donc on adressait vraiment un autre périmètre. Et puis, je m'étais ouverte sur... j'avais un peu peur de est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que vraiment, là, du coup, c'était une chose de le faire en s'amusant, en expérimentant. Une fois qu'on officialise, je me dis, waouh, là, quand même, c'est un peu gros. Mais j'avais pas demandé d'augmentation. Je me dis, j'ai confiance, je verrai ce qui viendra. Et j'avais reçu une petite enveloppe, parce que c'était ça, tout le monde avait son enveloppe. Et il se trouve que je l'ai ouverte. Donc, il me l'avait déposée sur la table pendant mon entretien individuel. L'entretien individuel s'était super bien passé, atteint des objectifs, ouais, génial, même au-delà, puisque justement, on faisait le constat que j'étais bien allée au-delà du périmètre. Et j'ai ouvert, et je crois que l'augmentation, c'était 47,57 €, un truc comme ça. Ah oui. Et là, je me suis dit, non mais... Et en fait, c'était tellement frappant que mon cerveau a bugué. Je me suis dit, mais alors là, c'est pas du tout que je pense mériter quoi que ce soit, mais je ne comprends pas le gap. Enfin, c'était burlesque. Là, mon manager de l'époque m'a dit, oh, tu sais bien, t'es pas là pour ça, t'es pas venu pour l'argent. Et là, j'étais blessée. Je crois que j'ai seulement découvert à ce moment-là qu'on me prenait vraiment pour une imbécile. En tout cas, qu'il me prenait pour une imbécile ou que moi, je me prenais pour une imbécile, finalement. Et j'ai eu un sursaut de me dire, non, mais alors là, faut vraiment arrêter, c'est du foutage de gueule. Moins de 50 € pour prendre une telle responsabilité. Et j'ai seulement commencé à dire, mais en fait, si je suis trop jeune pour avoir ce salaire, je suis aussi trop jeune pour avoir ce poste. Donc, je ne prends pas ce poste. C'est pas cohérent. La fameuse cohérence. La fameuse cohérence. Et là, je pense qu'ils ont senti, et ça, c'était ma première leçon de vie sur comment négocier son salaire, c'est que la personne en face de soi sent que on peut pas faire autrement. Enfin là, c'est pas du bluff. J'étais vraiment... Oui, j'ai pris conscience en fait de ma situation dans laquelle je m'étais mise inconsciemment, mais toute seule. Voilà. Et vous avez eu du coup la bonne augmentation cette fois. Alors c'est là où il y a eu une augmentation phénoménale. Et là, je me suis dit, waouh, merde, qu'est-ce que j'ai raté toutes ces années.
Qui était sûrement en plus en dessous du marché encore, hein. C'était juste le rattrapage, je quoi. sais pas. Ouais. Mais un rattrapage énorme, quoi. Et après, du coup, les années suivantes, j'étais beaucoup plus décomplexée pour dire, je le mettais au regard des enjeux. C'est difficile et j'ai toujours une difficulté à quantifier. Comment mettre en chiffres, en euros, sa valeur ? Est-ce qu'on l'indexe au pourcentage de la croissance alors même que moi je crois qu'on est dans une ère où il faut arrêter de cette croissance à tout prix. Voilà, c'est pas un sujet qui est simple pour moi de quantifier sa valeur, de mettre un prix face à chaque chose. Donc je crois que je pratique d'ailleurs la rémunération en conscience depuis que je suis à mon compte et c'est un travail profond que de savoir dire je n'ai aucune idée de la valeur. Par contre, la seule chose que j'arrive à peu près à estimer, ce sont mes besoins, qui ne sont pas liés à la mission que j'effectue. J'en sais rien, ça peut être dans 2 mois je pars en vacances et j'ai besoin d'argent, ou ça m'est arrivé de dire là ça fait 1 mois et demi que j'ai pas de clients et donc je serais trop contente d'avoir de quoi payer ce mois. Face à un client, construire cette relation de confiance et cette sincérité, encore une fois, avec un client qui peut aussi du coup, pour la première fois, se poser des questions sur la valeur. Je trouve que c'est un exercice bien intéressant. Et ça m'a permis en plus d'augmenter finalement mon chiffre d'affaires puisque en passant en contribution en conscience, je m'aperçois que mon taux journalier moyen a fait un bond. Je voulais revenir sur un autre sujet que vous avez dit en tout début, mais on n'y est pas revenu. Vous avez dit, je fais la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. J'avoue que moi, je la vois pas. Donc, j'aurais bien aimé que vous me l'expliquiez, en fait. Quel exemple je pourrais utiliser ? L'estime de soi, c'est quelque part l'évaluation. Je vulgarise, hein. Allez-y, on est là pour ça aussi. Je caricature. Ce que je qualifierais d'estime, c'est l'évaluation que j'ai de moi-même. Imaginons, sur une échelle de 100, en termes d'intelligence ou je ne sais quoi, ou quels que soient ces critères, je m'estime à 20. J'ai une mauvaise estime de moi. Pour autant, je peux paradoxalement, pour beaucoup, avoir une très forte confiance en moi, dans ma capacité parce que j'ai développé plein de compétences pour compenser ma bêtise, par exemple. Si j'ai une mauvaise estime de moi parce que je me trouve bête, j'ai quand même confiance en moi parce que j'ai développé, me pensant bête, une capacité de travail, une faculté à aller rechercher les informations, faire des démonstrations, demander des avis à plein de personnes, travailler peut-être beaucoup plus. Et du coup, j'ai confiance quand j'arrive au livrable, à dire non mais là en fait peut-être que je suis nulle, mais j'ai tellement bossé et je me suis tellement entourée que j'ai confiance dans ce que je fais. La confiance en moi, et puis il y a aussi la confiance en la vie. Je peux me sentir toute nulle sur je ne sais pas quel sujet, mais j'ai tellement confiance en la vie, et on est vraiment dans cette ère-là aussi, que je me lâche un peu, je me laisse en paix pour me dire ok, je fais de mon mieux. Et j'ai confiance en la vie sur le fait que ça va m'amener à l'endroit où je dois aller. Ok. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, c'est clair, mais c'est marrant. Moi, je l'aurais vu un peu différemment, même dans la façon dont vous le dites. Mais ma vision, c'est qu'autant la confiance en soi, ça vient de soi. C'est-à-dire que c'est interne, comme vous l'avez dit. Je me suis construit quelque chose. Autant l'estime de soi, moi, j'ai l'impression que ça vient un peu de l'extérieur. C'est un peu le conflit entre la confiance en soi et la vision que l'extérieur a de nous. Parce que là, quand vous disiez, moi, du coup, quand je me sens bête, je vais travailler un dossier 15 fois plus. Moi, ça me rappelle un discours de Christine Lagarde qui parlait avec notre ancienne chanceleur allemande, qui disait, nous, on travaille 15 fois plus nos dossiers parce qu'en fait, on sait que ça passera pas. Du coup, c'est pour ça que je me pose la question. Après, la façon dont vous le voyez, je trouve très intéressante, mais je me pose vraiment la question d'estime. Parce que l'estime, c'est toujours vis-à-vis d'un contexte ou d'un environnement, j'imagine. Et je me dis, est-ce que la société nous impulse pas à avoir 2 fois plus besoin de travailler notre confiance en nous parce que on gagne pas d'entrée. Il y a le livre The Authority Gap que je mettrai en commentaire qui dit justement que un homme qui parle a raison tant qu'on lui a pas prouvé le contraire, alors qu'une femme qui parle a tort tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle avait raison. Je trouve ça assez flagrant. C'est par rapport à ce que vous disiez. Oui, je pense que tout est une question d'intériorité et extériorité, puisque on se voit à travers les autres et on découvre des angles morts. Donc, je dirais que et l'estime de soi et la confiance en soi est en relation avec l'environnement extérieur.
Oui, c'est sûr, parce qu'on doit la construire, mais c'est vrai qu'on se demande toujours d'où on la tire quand elle est aussi forte, parce que j'ai l'impression quand même que dans l'expérience que vous avez eue, on vous a pas fait de cadeaux, entre guillemets. Non. Puisque même les cadeaux qu'on vous a fait, vous êtes allé chercher par cadeau, je mets des guillemets, de dire même les titres qu'on vous a donnés, finalement, vous les aviez déjà, c'est juste qu'ils étaient un peu embarrassés. Le salaire, ça les a pas trop embarrassés, donc à un moment, vous leur avez montré qu'il était temps d'avoir un peu honte. Donc en fait, même ça, on vous a pas fait de cadeaux. C'est pour ça que moi, j'étais assez impressionnée par toute la confiance que vous avez mis, qui a l'air assez simple, en fait, chez vous. Il y a quelque chose d'assez naturel, en fait, dans la façon dont vous le dites. Par simple, je veux dire naturel. Mais en tout cas, vous avez rien lâché. Par contre, vous avez dit que vous avez rien lâché pour vos équipes. Hein. C'est ça que j'ai entendu quand même. Oui, c'est toujours, c'est le propre. Si j'ai pas beaucoup d'estime de moi, par contre, je sais que vraiment, c'était quelque chose de très présent. Chaque matin, chaque soir, quand je rentrais chez moi, je me disais, mais quelle chance j'ai de travailler avec des gens aussi brillants. Et je le considérais comme un cadeau, pour le coup. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens ont confiance en vous, alors que vous-même ne l'aviez pas? Ma sincérité, je pense, et l'accueil. Parce que pouvoir dire en tant que manager, mais je n'en sais rien. Ou même, excuse-moi, là, j'ai rien compris. Ça m'est arrivé plein de fois, de dire, je suis désolée, j'ai vraiment rien compris. Ou dire, c'est pas grave, si je comprends pas, il y a des choses que je comprendrai jamais. Je j'ai pas une logique, par exemple, mathématique imparable. Dans un métier où on manie beaucoup de chiffres, il y a des fois, je dis, ça vous ennuie pas de mettre des couleurs dans les tableaux Excel, parce que là, moi, je n'en peux plus. Donc, c'était devenu même un running gag, mais le fait de pouvoir dire, montrer sa vulnérabilité en disant, ok, peut-être que vous allez sans doute me juger, mais de toute façon, on va gagner du temps si je vous dis que si vous me présentez un format A4 ou avec des toutes petites cellules de chiffres, je ne vais rien y comprendre. Donc, soit je le cache et je ne vais faire semblant de vous répondre, soit je vous le dis et on essaie de s'entraider. Et je pense que la confiance naît de là. C'est-à-dire que si on est capable de se dire les choses, alors s'il y a un terrain de confiance, un terrain d'accueil de qui on est et de qui sont les personnes autour de nous, je dirais même plus que la confiance, on est en sécurité. Et pour avoir... on avait une équipe de 30 personnes avec plutôt des gens qui restaient dans le temps parce que l'émission était chouette et on s'entendait bien. Mais je me rappelle que à chaque nouvelle arrivée, ou chaque nouvelle arrivant ou arrivante, il y avait toujours un choc, disant, oh là là, ici, c'est un peu... on se dit tout, il y a une culture de la vanne qui est... pas forcément facile. Faire des limites entre le pro et le perso, c'est compliqué. Ou même, on pouvait se dire, il y avait comme ça des choses qui ont été cristallisées. On pouvait dire, lors d'une réunion, bon, vu que toi, t'es un peu nul en chiffres, est-ce que toi, tu peux l'aider? Alors toi, t'es carrément nul en orthographe, donc tu vas l'aider à le relire. Ou, toi, on sait que, tu sais, t'as pas du tout d'esprit de synthèse. Donc, ça t'ennuie pas si tu demandes de l'aide à quelqu'un? Des personnes qui arrivaient se disaient, waouh. C'était des vannes ou c'était sincère? Ça, je suis pas sûre de comprendre. Ah non, c'était sincère. Donc, c'était pas des vannes? Non, c'était pas des vannes. Okay. Non, c'était... non, mais je veux dire, c'est plutôt bienveillant, en vrai. Enfin, c'est pas... Oui, mais c'est des choses qu'on voit rarement au sein d'une organisation, de se dire, alors ça, je veux bien le faire, mais, ça me fait chier. Et puis 2, je suis nulle. Mais ça, c'était au sein de votre équipe ou tout au sein de toute l'organisation? C'était au sein de l'équipe. Ah oui, c'était que votre équipe, on est d'accord. Oui. Parce que vous aviez créé ça, justement. Mais au sein de l'organisation aussi, parce qu'on ne s'en cachait pas avec nos parties prenantes internes et externes. C'est-à-dire qu'on était très à l'aise pour dire à des partenaires, écoutez, là, on n'a pas du tout la réponse, je ne sais pas, on va se renseigner du coup, plutôt que de mentir, et aussi en interne. De se dire, alors là, ce truc-là, je n'ai aucune expertise ou je n'ai pas compris. Est-ce que on peut aller ensemble chercher cette réponse? Du coup, ça crée de la confiance. Ok, j'ai la sensation dans ce que vous me dites, et je me trompe peut-être complètement, que vous aviez beaucoup plus à cœur de créer un sentiment de confiance et de créer la relation avec vos équipes qu'avec votre hiérarchie. Non, c'est la même chose au niveau de la hiérarchie. Après, la relation était une relation qui était avec moins de proximité. Ok. Puisque les temps de rencontre déjà sont plus rares et toujours très cadrés, avec des formats rapides de prise de décision. Mais non, la confiance était forte, c'est-à-dire que de la même façon, j'ai toujours dit ce que je pensais. Ça m'est arrivé de dire, j'entends votre consigne, mais je pense qu'elle n'a pas de sens. Donc ça pouvait être déroutant. Après, quand le niveau de confiance, c'est-à-dire que ça mettait un certain temps pour que les choses ne soient pas mal interprétées et qu'ils comprennent mon intention, qui n'était pas une intention de juger ou de remettre en question pour remettre en question, mais plus de comprendre et de se dire, mais est-ce qu'on peut se dire que
Là, ça va pas du tout. Je crois pas que ce soit du tout la bonne solution pour qu'on puisse avoir un vrai échange. Et du coup, cette confiance-là, je l'avais aussi, elle se construisait dans le temps, puisque c'est pas forcément naturel, évoluer dans un contexte de dirigeant où les codes sont je sais, je décide et je fais. Lorsque j'arrive et je dis alors j'ai pas compris. D'accord, ça y est, maintenant j'ai compris, mais je n'ai aucune idée de la façon dont je vais m'y prendre. Est-ce que j'ai le temps pour y réfléchir? Et du coup, j'y allais par itération en disant tiens, là on a une idée, est-ce que on peut en discuter? C'est-à-dire de venir avec des propositions plus que des affirmations. Et du coup, ça crée de la confiance aussi. J'ai eu énormément de confiance de la direction générale, des autres directions aussi, et c'est ce qui a permis, je crois, le développement de nos missions et le fait qu'on était vraiment une délégation très respectée et en plus sympathique. C'est-à-dire que je crois que les premières fois où nous sommes sortis du cadre de notre mission, c'était parce que des personnes dans les bureaux nous entendaient à la cantine. C'est pas possible, mais des personnes venaient très agacées en disant chut, faites moins de bruit, on entend ce que vous riez trop fort. Et puis d'autres personnes disaient mais qu'est-ce qui se passe dans cette direction? Pourquoi ils rient autant? Ils ont l'air de tous bien s'entendre. Et c'est presque, pour certains cas, une envie de travailler avec nous pour comprendre ce qui faisait qu'on était si bien, qui a ouvert des portes. Et on a fini par trouver des projets sur lesquels, évidemment, on avait envie de travailler ensemble. Mais il y avait vraiment cette... et à la fois la curiosité et un peu d'envie de travailler avec des gens qui avaient l'air sympas, ouverts et qui avaient beaucoup d'énergie. Ça donne envie comme ça. Ah, c'était vraiment chouette. Vous m'avez dit au tout début que vous n'êtes pas, qu'au début vous sentiez pas manager. Vous m'avez dit aujourd'hui ça va, je sais que je suis bonne manager. À quel moment ça a basculé et qu'est-ce qui vous a fait dire que vous êtes bonne manager? D'autant que vous n'avez pas l'air d'avoir eu le même profil de management que le reste de l'association. J'ai traversé une période difficile justement quand j'étais dans les 100 managers qui comptent à la Croix-Rouge et que du coup on m'avait proposé toute une batterie de formation ou de validation d'acquis. Je me suis dit mince, c'est bien la preuve que je suis vraiment nulle parce que je coche pas du tout toutes les cases je contrôle pas, je n'évalue pas, je ne décide pas. Voilà, c'est la cata. Mais c'est pas grave. Je me disais bon c'est pas grave, j'ai de la chance et tant que personne ne se plaint à part les formateurs en management, tout va bien. J'ai vraiment pris conscience de ça lorsque j'ai quitté la Croix-Rouge. Okay. Déjà, j'étais très émue de tous les témoignages qui ont été faits lorsque je l'ai quitté, de mon équipe, d'autres directions. Je me disais, waouh, moi qui naviguais un petit peu en me disant, waouh, quelle chance. Là, à travers les témoignages, c'était frappant. Voilà, je collectais des mots qui étaient très puissants sur toutes mes qualités. Ça m'a un peu ébranlée. Et la deuxième chose, c'est que j'avais lu le livre de Frédéric Laloux, justement, dans ma crise de confiance en moi. Quelqu'un avec qui je travaillais, Florent, m'avait dit « Mais non, mais t'es pas du tout le manager imposteur. Tu es peut-être, au contraire, un manager visionnaire. » Et quand j'ai découvert ce livre-là, je me suis dit « Mais alors, c'est fou. Tout ce que je faisais intuitivement de par mon sentiment d'imposture, finalement, a contribué à faire en sorte que cette équipe atteigne son plein potentiel. » En toute authenticité, avec joie et avec cet accueil de se dire « Ok, là, ça, je sais pas faire » ou « Ça, j'aime pas faire ». Moi, je mesurais une intégration quand les personnes, quand on accueillait des nouveaux arrivants, quand je commençais à entendre « Oh non, mais là, ça me fait chier, là ». Je dis « Ah, c'est bon ». La personne se sent assez en sécurité. Ou se dire « Non, mais là, je suis désolée, j'ai pas compris » ou je ne sais pas faire. Quand les personnes commencent à demander de l'aide, je me dis c'est bon, ça commence à prendre. C'était mes critères d'évaluation. Alors évidemment... C'est intéressant comme critères d'évaluation, moi j'aime bien. Hein. Pour moi, c'est le terreau de l'innovation. Comment pouvons-nous être libres de penser si on est contraint par nos peurs? Et comment, encore plus, on peut être libre d'agir si, à la moindre erreur, on joue notre vie, symboliquement, hein. Notre statut social, professionnel, etc. Donc oui, j'ai pris conscience de ça en quittant la Croix-Rouge, en me replongeant dans ce livre, en me disant mais en fait, et là c'est là que j'ai fondé Métamorphose parce que je l'ai formé rétroactivement d'ailleurs, encore une fois. c'est vrai en plus. J'ai vraiment creusé tous les systèmes de gouvernance, quels étaient les ressorts de la gouvernance partagée justement. J'ai découvert du coup d'autres modèles qui me semblent beaucoup mieux correspondre à l'ère dans laquelle on vit. Le management pyramidal, je trouvais ça super dans une époque industrielle de mécanisation. Mais aujourd'hui, on a changé d'air, on change de paradigme. Et je crois que finalement, ce que nous avions vécu
c'était quelque chose d'organique et j'ai vraiment vécu ce qui est décrit dans tous les livres aujourd'hui, enfin dans tous les livres, du futur, du travail en tout cas. J'ai creusé ça, la facilitation aussi à l'intelligence collective avec cette fameuse verticalité qui n'est pas dans tous les courants de l'intelligence collective. Dans le coaching aussi, puisque je me suis aperçue que, en fait, on est tous avec notre passif, nos traumas, on a des croyances qui nous empêchent ou qui au contraire nous poussent à. Je dis pas qu'il faut changer pour changer. Par contre, lorsqu'on est confronté à un problème, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Qu'est-ce que je fais pour surmonter cet obstacle ? Tout en respectant, en fait, celle que je suis à cet instant, avec beaucoup aussi de bienveillance. Je fais de mon mieux, ok ? Envers vous-même, la bienveillance, c'est ça ? Exactement. Déjà envers soi-même. Et du coup, c'est même, je trouve, plus difficile d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis d'autrui. Mais déjà, si on le pratique sur autrui, c'est de dire, ok, est-ce que je peux à minima me parler comme si j'étais mon voisin ? C'était quelqu'un qui m'avait dit ça un jour en me disant, oh, mais vous êtes dur avec vous-même. Je dis, bon, est-ce que vous diriez ça à votre voisin ? Ah bah non, je peux pas dire ça à mon voisin. Alors pourquoi vous le dites à vous ? Bon, ça c'est petite parenthèse. C'est très bien. En toute transparence, ce qui me fascine un peu dans votre parcours, mais dans ce que vous venez de dire, c'est que vous lâchez rien. C'est-à-dire que vous croyez en quelque chose et vous y allez. Et en même temps, vous avez réussi à garder cette force tranquille qui a fait qu'on vous a promu et qu'on vous a gardé. Je vais préciser mon propos. C'est que je trouve que c'est toute la difficulté, justement, des femmes et peut-être des hommes, mais comme j'en interviewe peu moins, mais là, c'est vraiment pour le coup les femmes, d'être capable finalement d'avoir cette liberté d'agir, cette force de conviction, cette capacité à prendre la parole et en même temps qu'on les laisse faire. Sans passer dans l'hystérie, dans la frustration, dans l'énervement, etc. Et vous, dans ce que vous m'avez raconté, ce que je trouve assez admirable, c'est que on vous a toujours promu. Alors, vous avez pris la place discrètement avant, quand même. Vous l'avez quand même discrètement prise avant, mais vous avez quand même eu tellement de visibilité dans ce que vous avez fait qu'ils ont été obligés de vous promouvoir. Parce qu'il y a des femmes qui prennent discrètement les places, mais elles sont pas assez visibles. Et en général, on met quelqu'un au-dessus. Moi, j'ai eu des personnes qu'on a interviewées. On m'a dit, on a fini par nous mettre un chef. Et puis un chef, finalement, on s'est dit, peut-être qu'on sait faire le boulot, en fait. Voilà. Du coup, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que ce que je trouve intéressant, c'est quand vous parlez d'une excellence pas acquise, moi je suis d'accord avec vous, dans la façon dont vous managez. Et pour ceux qui connaissent Frédéric Laloux, et je mettrai la référence du livre en commentaire, dans la description en tout cas, vous avez naturellement développé ce management intuitif et plutôt opale, donc on va dire, qui est aussi naturellement ce que font beaucoup de femmes pour une raison très simple, c'est que c'est un management discret. C'est un management qui passe sous les radars, en fait, qui donne une autorité, en fait, qui n'est pas une autorité dont on a l'habitude, mais qui donne quand même une autorité. Mais moi, ce que j'admire aussi, c'est que malgré tout, vous avez quand même toujours réussi à récupérer le micro, pour reprendre votre expression, toujours réussi à placer vos idées, et donc une espèce de force tranquille qui vous a permis aussi d'assumer ce management-là, parce qu'il y a aussi plein de gens qui essaient de le mettre en place. Et là, hommes comme femmes, qui essaient de le mettre en place et ça finit par pas passer parce que la structure les désavoue complètement. Ce qui n'a pas été votre cas, parce que la structure a gardé cette confiance en vous, puisqu'elle a continué à vous promouvoir. Et ça, pour moi, c'est une force assez admirable. Moi, je trouve ça assez admirable. Je sais pas si ça vous parle, tout ce que je raconte. Oui, peut-être que c'est dans ma posture naturelle. Je suis pas dans la confrontation, je suis dans la compréhension. Donc même si je peux saouler les personnes à leur dire non, excusez-moi, mais là je n'ai pas vraiment compris, ou alors ça ne fait pas sens. Je pense que ce qui transparaît, c'est la volonté de comprendre. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la connaissance. Du coup, je cherche. Et les gens voient que je suis sincère. Donc, je pense que ce qui prime, ce qui m'a sauvée, c'est toujours le fait qu'on perçoive mon intention. Et quand mon intention n'est pas de rivaliser, ou de prendre la place ou d'attaquer, ou je ne sais quoi, mais se dire, oh bon, la pauvre, au pire, ils avaient pitié de moi, ils étaient saoulés parce qu'ils n'avaient pas forcément de temps, ou ils me disaient, non, allez, je vais vous l'expliquer. Et quand finalement j'arrive à reconstituer le puzzle et que je renvoie une image, parce que je pense aussi une forte capacité d'analyse et de structure, je vois ma vie comme un puzzle, donc je pars dans tous les sens, et puis une fois que j'ai toutes les pièces, je présente le puzzle et les personnes se disent, waouh, en fait, comme je suis pas dans l'appropriation, je pense que ça doit être fluide, notamment quand on est dans des secteurs qui ont du sens. Moi, ce qui compte, c'est l'impact, c'est le final, c'est pas les lauriers. Et donc, les gens ne se sentent pas menacés par moi, je pense. Et lorsqu'ils le sont, je peux l'entendre. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi, quand je sentais, pour moi, c'est vraiment cette notion de servant leader, qui est bon, ok, mais si tu veux le présenter, tu le présentes. Je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que on puisse avancer sur ce sujet. Je m'en fiche de m'approprier l'idée, qui d'ailleurs n'est pas de moi puisqu'elle est de mon équipe. Et ça m'est arrivé aussi avec l'équipe de se dire, bon, ok, on a peut-être travaillé dessus,
c'est dans j'en sais rien, dans les compétences de telle direction métier, et vous comprenez que ce serait peut-être les désavouer si nous, on s'appropriait cette démarche-là. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Comment on le ressent? OK, quand on est orienté au service de l'impact, les moyens derrière, qui s'approprie ou comment ça se passe. Donc je pense que c'est ça, c'est ne jamais lâcher le morceau sur la vision de ce qui nous anime, et par contre de lâcher sur les modalités pour y arriver, pour ne pas être dans une lutte, ou c'est ça, de pas être dans une lutte, de faire avec les forces qui sont en place. Où et comment vous avez appris, alors j'aime pas trop le mot gestion, mais là je vais quand même l'utiliser, la gestion des émotions, parce que tout ce que vous avez dit là sur le management, de dire bon ok là on est frustré, c'est ok, comment on le ressent, etc. Déjà c'est très récent en entreprise, c'est inexistant en école. Oui. Après vous êtes une famille qui était ouverte à ça, mais voilà, il y a un nom de la tête, je le dis. C'est assez rare de toute façon, enfin c'est pas propre à votre famille ou une autre. Du coup vous avez appris ça où ou comment? J'ai pas la réponse qui me vient. J'en ai une, mais je sais pas si c'est que celle-ci. Récemment, mon fils a été diagnostiqué avec un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et du coup, je me forme à ça. TDAH. C'est génétique. Et il y a une chose qui m'a frappée, c'est ça, en tout cas, à quoi je pense, c'est cette notion d'impulsivité. C'est-à-dire que, instantanément, il dit ce qu'il pense. Et il peut vivre les émotions de façon intense et, du coup, instantanée aussi. Et il y a cette transparence, cette compulsion qui fait que, voilà, je suis triste, je le dis. Je pense que je suis un peu comme ça. Je sais pas si la psy pense que j'ai un TDAH aussi, mais peu importe. Mais du coup, j'ai rebalayé ma vie en me disant, et si j'avais eu ça, qu'est-ce qui est de mon identité et qu'est-ce qui relève de cet éventuel trouble que j'aurais? Je pense qu'il y a de ça. J'ai une copine... Pendant longtemps, justement, quand j'ai quitté la Croix-Rouge, je me disais, mais je sais pas, moi, ce que les gens trouvaient de si génial chez moi. Est-ce que toi, qui m'adores et qui je sais que tu seras sincère, qu'est-ce que t'aimes tant chez moi? Et en fait, elle me disait tout le temps, ce que j'aime chez toi, c'est que t'es sans filtre. Tu dis ce que les autres ne disent pas, ou qu'ils n'osent pas, ou qu'ils ne voient pas. Ça m'a questionné, je me dis, merde, c'est ça ma principale qualité? Peut-être. Peut-être qu'il y a ça. Du coup, quand je vis une émotion, je la dis. Et ça m'arrive forcément au travail de dire désolé, je vais vous manager, je me sens hyper mal à l'aise. Je vous promets de faire de mon mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin. Ou là où je sens que je suis hyper triste parce qu'on a échoué. Par exemple, je suis très envieuse. Voilà, j'ai du mal à gérer mes frustrations et du coup, ça m'arrive de dire à des amis ou même au travail de dire oh là là, j'aurais trop voulu que ça soit moi, ou j'aimerais trop avoir ça. Ok, une fois que c'est posé, je peux travailler l'objet en fait. Dire si ça me donne envie, qu'est-ce que je peux faire pour le vivre à mon tour? Ou si je suis triste, comment on le traverse ensemble? Vous avez pas de jugement sur vos émotions en fait? Si. Ah. Je sais pas la façon dont vous le dites, parce que certains diraient je suis envieux, je vais surtout le cacher. Il y en a qui vont dire je suis triste mais je suis censée être manager donc je ne dis rien. Si, j'ai du jugement. J'essaye beaucoup de les déconstruire, mais en fait c'est là. Hein. Après, quoi qu'on en pense, c'est là. Hein. Mais vous essayez pas de les cacher, c'est ça que je veux dire. Oui. Par le jugement. C'est la fameuse impulsivité. En fait, vous n'êtes pas en train de dire je cache vite mon émotion parce qu'elle ne devrait pas paraître, ou en fait vous les acceptez. Enfin, elles sont là, vous les mettez dehors. Quoi. Alors c'est vraiment pas que je les accepte. Ok. C'est vraiment que je suis compulsive. Ok. C'est-à-dire que je me dis après coup, mais c'est trop tard. Ah, donc quand vous l'avez déjà dit, vous vous dites quand même que peut-être que vous auriez pas dû le dire. Oui. Ok, ça marche. Par exemple, dans mon expérience avec aussi un autre directeur général, ça faisait 2-3 semaines qu'il était là et tout le monde me disait, bon, Yann, il faudrait que tu te présentes. Je dis, non, mais moi, j'aime pas faire ce truc. J'ai rien à lui dire. Je vais pas juste me présenter pour me présenter. C'est ridicule. J'attends d'avoir un sujet. Bon, un sujet est venu. Il y avait un point de blocage très, très fort. Il fallait absolument que j'aille le voir et ça faisait 1 semaine, 2 semaines. Je redoutais ce moment. Après avoir eu l'expérience avec le DG précédent sur mon truc qui était stupide, etc., je me suis dit, oh là là, bon, faut que j'y aille. Oui, mais alors moi, je sais pas trop faire les trucs politiques, là. Je suis très mauvaise en small talk. Je suis un peu trop cash. Non, mais là-dessus, il faut absolument que tu y ailles. On a 3 contrats de gros partenaires. Les parapheurs sont bloqués. Il faut que tu y ailles. Ok. On a vu tout ce qu'on pouvait voir avec un tel. Là, à un moment donné, je crois que c'est ton rang hiérarchique, parce que même si la hiérarchie voilà, c'était mon titre qui devait y aller. Je dis, mais à quoi il ressemble ce DG? Je sais pas, moi. Et puis je le croise. Au moment où je me fais pressuriser par l'équipe, on me dit, bon, allez, faut que tu y ailles maintenant. Et je tombe nez à nez avec lui dans le couloir, mais de façon complètement impromptue. Je me suis dit, il faut que je crée du lien. Et là, je me suis retrouvée face à lui, et je n'ai rien trouvé de mieux à dire que,
qu'est-ce que c'est que cette cravate? Je n'ai jamais vu une cravate aussi ridiculement petite. Il avait une toute petite cravate. Et il m'a dit, oui, d'accord, très bien. Vous êtes? Et là, évidemment, je me suis dit, ne dis surtout pas qui tu es alors que t'as des choses. Mais j'étais obligée de lui dire. Bon, bah voilà, c'est ça ma vie, en fait. Et rétroactivement, évidemment que j'ai regretté ce qui s'est passé. Mais bon, c'est comme ça. Évidemment que je ne suis pas fière d'être envieuse, mais c'est là. Non, mais c'est intéressant. C'est une des choses, moi, qui marque dans ce que vous dites, et vous le dites quand même. Alors là, ça n'a rien à voir de critiquer une cravate. Pour le coup, c'est pas une émotion, c'est c'est ça visuellement choqué, apparemment. Oui, mais ça illustre ma compulsivité, ma compulsion. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Pareil dans les émotions. Je me dis, bon, là, je suis en colère, j'ai envie de lui péter la gueule. Bon, bah oui, j'ai du jugement. Je travaille sur accueillir, justement, sans juger, mais j'ai encore beaucoup de jugement sur mes émotions. Oui, mais par exemple, vous avez envie de lui péter la gueule. Vous allez plutôt dire que vous êtes en colère plutôt que de lui péter la gueule, par exemple. Si on prend l'exemple. Oui, je ne passe jamais à l'acte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait de les mettre sur la table, ça désamorce. Donc, en fait, c'est intéressant. Alors, vous, ça s'est fait soit intuitivement, soit par manque de choix, apparemment. Manque de choix, je le reconnais. Mais je suis lucide. Mais un manque de choix que vous avez mis au service de votre management, finalement. Parce que là, ce que vous dites comme exercice de parler des émotions en entreprise, c'est quand même ce que beaucoup de personnes essaient d'apprendre aujourd'hui. Et encore, on est vraiment aux prémices. On en parle depuis longtemps, mais en vrai, sur les émotions, on est vraiment très, très à la ramasse. Du coup, je trouve ça super intéressant de montrer à quel point ça vous a servi, en fait. Complètement. Parce que je crois que, et même c'est au cœur de mes accompagnements, et même vis-à-vis des clients, je ne le dis pas forcément, ma conviction, c'est que nos comportements ne sont que la traduction de ce qui est invisible. Nos émotions, nos croyances. Et que tant qu'on n'explicite pas ou on n'est pas conscient de ce qui se passe intérieurement, donc oui, évidemment, les émotions sont les plus beaux messages. C'est comme un voyant, un tableau de bord. Ça, j'avais appris ça en coaching. Mais en fait, c'est un tableau de bord qui nous dit là, t'as un besoin qui n'est pas nourri. Donc c'est pas tant de juger l'émotion, c'est plutôt d'avoir de la gratitude. Moi, par exemple, je refuse de me mettre en colère. Je n'arrive pas à me mettre en colère. Ou du moins, quand je le fais, c'est de façon incontrôlée. Et j'essaye d'accueillir maintenant, d'arrêter mes jugements sur ma colère pour me dire, mais c'est un super signal parce que ça vient m'alerter. Mes valeurs sont bafouées. Quand je trouve ça injuste, en fait, c'est un super indicateur. Et donc, évidemment que les émotions dans les entreprises, tout le monde parle. Moi, on revient un peu du monde, non mais en toute objectivité, là. Est-ce qu'on peut objectiver? Moi, je crois plutôt qu'on est dans une ère où on a besoin d'accueillir nos subjectivités. Sinon, on n'est pas lucide. Croire qu'il y a une vérité, croire qu'il existe une objectivité, je crois que c'est se leurrer. Et au contraire, prendre des décisions en prenant en considération notre part de subjectivité en plus des faits objectifs, c'est du coup se donner beaucoup plus d'informations pour prendre une meilleure décision. Je trouve ça sympa de le voir comme ça. Non, mais je pense que vous avez raison. Non, pas du tout, mais pas du tout perdu. Vous m'avez lancé en réflexion. J'étais en train de penser à notre époque, en plus. Donc, en parallèle, si vous voulez, je faisais un petit parallèle avec notre époque et je me dis que si on acceptait les subjectivités, on irait peut-être mieux. Donc, non, je trouvais ça super intéressant. Et j'étais aussi en train de réfléchir qu'il y avait les émotions, ça c'est une chose. Et il y a une deuxième chose pour moi qui est très intéressante dans ce que vous avez dit, qui vous a permis de passer sous les radars, je mets des guillemets, qui est que vous ne sous-estimez ou mésestimez personne. Enfin, c'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, vous partez du principe que ce qu'il dit est intelligent et vous posez des questions. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est comme vous dites, vous n'êtes jamais rentré dans ce rapport de force. Là où j'ai l'impression que beaucoup de gens vous ont mésestimé. Mais c'est pas grave, puisque ça vous est égal. Dans l'absolu, c'est-à-dire que vous avez répondu et que c'est pas un sujet. Mais moi, je dis toujours, il y a des gens qui confondent la naïveté et l'innocence. C'est dommage on prend souvent des gens innocents pour des gens naïfs, mais en fait, l'innocence, c'est une très grande force parce que c'est celle qui permet de poser des questions. La seule chose, ça fonctionne si on s'est mis d'accord sur le cap, sur ce qu'on sert, la direction. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'impact. Ou quand on fait du marketing ou du marketing relationnel, on est user-centric. Bon, alors quand on est dans une structure où il y a plein d'experts, tout le monde est expert de son métier, et je lui dis, bon, alors ok, on va pas... Les codires, c'est ça, hein, c'est un enfer. Hein, c'est vraiment, moi, je
Je pensais que c'était des endroits où j'allais apprendre énormément de choses, où on allait pouvoir débattre, s'enrichir, mais la plupart du temps, c'est quand même assez... J'étais un petit peu déçue, en tout cas. C'est pas la première à me dire ça. J'ai un super rêve, waouh, je suis au coudir. Après, je dis, bon, en fait, c'est des gens qui s'écoutent parler. Il n'y a pas de dialogue. Les décisions sont prises... complètement n'importe comment. Enfin, je vois pas comment nous, ça fait 2 ans qu'on se pose une question, qu'on travaille sur un sujet, sur la base de quels éléments d'information ils peuvent prendre la décision en 10 minutes. Par quel miracle? Mais c'est pas grave, je joue le jeu. Ce que vous me disiez sur le codir, j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit. Je trouve ça intéressant. Cette espèce de déception de dire on évolue pour apprendre et en fait non, on évolue pour jouer politique, j'imagine. Je sais pas. Et en plus, ce qui est bête, c'est que tout se joue hors codir, avec les mêmes personnes. Finalement, on avance beaucoup plus en bilatéral ou sur des temps de convivialité parce que il y a cette espèce de jeu de rôle. Tout le monde met sa veste, tout le monde met son badge. Il y a quelque chose qui fait que les gens jouent une ancienne pièce de théâtre, restent dans leur rôle. Et du coup, c'est marrant à vivre 1 ou 2 fois. Et puis après, c'est plutôt, ça a toujours été plutôt signe de frustration pour moi. Je comprends. Je vais aller vers ma dernière question. Maintenant qu'on s'est dit quand même plein de choses, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait voir évoluer dans les organisations et ou la société pour arriver à une égalité? Je suis pas sûre d'avoir un avis sur la nécessité d'avoir une égalité. Ok. Par contre, ce qui me semble... là, ce qui me vient à l'esprit, peut-être que je sortirai de là en me disant « Non, c'était pas ça du tout que je pense, mais c'est pas grave ». Ce qui me vient en premier lieu, c'est la notion de plénitude, pas au sens je plane, développement personnel, yoga, etc., même si, pardon, vous avez raison. Pour... J'aurais tellement pu dire ça que ça m'a fait sourire. Mais la plénitude au sens entièreté. Ok. Au sens Frédéric Laloux, c'est-à-dire que... Et ça traite finalement le sujet de homme, femme, égalité. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on est enfermé dans des rôles. Les hommes doivent être forts, décidés, être dans l'action. Les femmes doivent être dans le care, etc. En fait, ce dont je rêve, c'est que on puisse, chacun et chacune, découvrir notre entièreté. C'est-à-dire que j'ai une part de masculinité, j'ai une part de féminité, et c'est les deux qui me semblent être utiles dans les organisations. On est dans des organisations qui valorisent la masculinité au sens prise de décision, pouvoir, conquête, alors que le questionnement, l'intuition, les émotions, on en parlait tout à l'heure, qui sont bêtement attribuées aux femmes, sont nécessaires, en tout cas, je pense, au sein d'une organisation aujourd'hui, pour être plus éclairé, pour ressentir, j'ose le mot, ressentir le monde dans lequel on vit, pour nous laisser se guider par parfois nos intuitions, éclairées de notre raison. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, et c'est ce qui m'anime en tout cas. Pour vivre en paix avec soi-même, c'est-à-dire d'arrêter de lutter contre nos parts soi-disant à cacher, et du coup de pouvoir offrir cette palette beaucoup plus riche, et qui, du coup, aussi offre beaucoup plus de possibilités de connexion. Parce que je peux me retrouver avec une personne sur cette part de moi, avec une autre sur une autre part. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette notion d'altérité qui m'est vraiment très chère. De pouvoir vivre pleinement cette altérité pour découvrir chacune des parts de nous, et du coup, d'être dans cette entièreté pour voir les choses de façon beaucoup plus dans leur profondeur, dans leur complexité, plus que dans l'immédiateté et l'efficacité, la productivité, la méritocratie. Ça, c'est vraiment, je pense, des notions qui sont obsolètes. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.